Les Américains sont de retour en Afrique, c'est notre grand angle. Partenariat, c'est le mot d'ordre. Joe Biden a reçu une cinquantaine de dirigeants africains pour un sommet à Washington cette semaine, ce qui est exceptionnel. Le premier du genre, c'était sous Barack Obama en 2014. On va voir cette photo de famille de Joe Biden avec donc ses 49, si je ne m'abuse, dirigeants africains. Voilà, la dernière fois, je le disais, c'était avec Barack Obama en 2014. Avec Donald Trump, c'était presque un oubli total du continent. Alors, déclaration de Joe Biden accompagnée de contrats de financement, 55 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici à 3 ans. Le président américain l'affirme, quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent, le monde entier réussit. Bienvenue Michel Galli. Merci. Vous êtes politologue, auteur de La guerre au Mali, paru aux éditions de La Découverte. Merci d'être avec nous. Et Slimane Zeguidour, que nous ne présentons plus, l'éditorialiste de TV5 Monde. Alors avant de vous laisser la parole, nous allons revenir sur ce sommet avec Jean-Luc Eguesier. Un véritable ballet d'avion présidentiel sur la base militaire d'Andrews, près de Washington. Les dirigeants sont venus nombreux pour ce sommet Afrique-USA. Le dernier du genre était sous la présidence Obama. Cette fois, c'est Joe Biden qui veut relancer le partenariat, mot-clé de cette rencontre de 3 jours. La tenue du premier sommet de ce type en 2014 a été un moment décisif pour cimenter un nouveau type de partenariat entre nos nations. Ce partenariat n'est pas destiné à créer des obligations politiques, à créer de la dépendance, mais à stimuler des succès partagés et à créer des opportunités. J'insiste là-dessus. Et des opportunités, il n'en a pas manqué. La partie américaine multipliant les annonces au fil des ateliers thématiques ou des discours de Joe Biden. Les États-Unis annoncent 55 milliards de dollars dans les 3 ans pour les domaines du numérique, des infrastructures et de la santé. En marge du sommet, le secteur privé américain a prévu des contrats pour 15 milliards de dollars. Ce mercredi, le dîner d'honneur à la Maison-Blanche s'est donc tenu dans une certaine bonne humeur. C'est Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui s'est chargé de répondre. Nous partageons le même état d'esprit. Nous voulons faire avancer notre programme commun avec vous et faire passer notre partenariat au niveau supérieur, dans une approche inclusive, réunissant les gouvernements, le secteur privé, la société civile et la diaspora africaine. Sans la nommer, le président américain veut reprendre la main face à la Chine, toujours plus active en Afrique. Le secrétaire d'État à la Défense a pris moins de précautions. Il a relevé, selon ses mots, son rôle déstabilisateur. Quant à la Russie, toujours selon lui, elle continue d'envoyer des armes à bas prix et les mercenaires à travers le continent. Les Américains ont choisi plutôt l'arme de la séduction. Ce jeudi, dans un dernier discours, Joe Biden en a rajouté. Il s'est prononcé pour une représentation permanente de l'Afrique au G20 et au Conseil de sécurité de l'ONU. Il promet même une grande tournée subsaharienne, sans préciser ni date, ni pays visité. Donc voilà pour les promesses de Joe Biden. Michel Galli, pourquoi les Américains se réveillent maintenant? Est-ce qu'ils sont en retard par rapport à la Chine, la Russie? Oui, certainement. D'abord, historiquement, ils ne sont pas très présents. Vous avez cité Obama, le précédent sommet. Et ça a été une grande déception, comme beaucoup de monde l'ont dit. Obama, les Africains avaient beaucoup espéré. Un rendez-vous raté, il n'a pas fait ce qu'il avait promis? Effectivement. Ils l'ont pris pour un Africain, ce qui était un peu à côté de la plaque, si je peux me permettre. Et effectivement, Biden essaie de se rattraper à Opération Séduction. Et c'est plutôt le secrétaire d'État, d'ailleurs, Anthony Blinken, qui est chargé de l'Afrique, puisque, rappelons-le, Joe Biden ou Kamala Harris ne sont pas encore allés sur le continent. Alors qu'Anthony Blinken, lui, a fait une grande tournée. A fait, oui, 2 tournées, effectivement. A marqué Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, dans certains pays, et puis aussi, sans doute, peut-être aussi, les Français, tout en poussant des pions, notamment du côté de l'Éthiopie, pour faire œuvre de médiation. C'est ce qu'il y a eu aussi en coulisses dans ce sommet États-Unis-Afrique. Donc il y a ce qu'on voit et puis ce qu'on ne voit pas, mais qui est tout aussi important. Et tout ça dans un but géopolitique. Alors, un but géopolitique, économique aussi. Slimane Zeguidour, est-ce qu'on dirait que sur le plan économique, c'est la rivalité avec la Chine? Donc là, les États-Unis veulent être présents. Et avec la Russie, on est plus sur de la géopolitique, sur de la diplomatie. Est-ce que c'est comme ça que ça se joue? Oui, mais ça va ensemble parce que la Chine, elle n'intervient pas pour demander les droits de l'homme, les élections. Elle intervient
dans les grandes infrastructures. Elle construit des voies de chemin de fer, des routes, des ports, des aéroports, des hôpitaux. Et en même temps, en prenant les richesses minières et pétrolières, un tiers du pétrole de la Chine provient déjà de l'Afrique. Les Russes, eux, c'est un autre domaine parce que l'économie russe n'étant pas diversifiée, la Russie exporte surtout des armes et elle participe à l'exploitation des mines, cobalt, manganèse, diamant. Les Américains, dans ce domaine, eux, ils arrivent un peu en retard et disons qu'ils reviennent de loin parce que pendant la guerre froide, ils étaient présents comme les Soviétiques. Les Chinois étaient plutôt absents à l'époque. Depuis la fin de la guerre froide, les Américains se sont tournés vers d'autres horizons et se sont engouffrés, les Russes qui reviennent en force, les Chinois qui rentrent en force, mais aussi d'autres puissances, la Turquie et même des petits pays comme le Maroc ou Israël. Mais n'est-ce pas lié aussi à la guerre en Ukraine, la crise énergétique, dont d'un coup les États-Unis se disent que c'est important, puis aussi il y a eu cette résolution où beaucoup de pays qui voulaient condamner, donc une résolution de l'ONU, je le rappelle, en mars 2022, qui voulait condamner la Russie pour son agression de l'Ukraine, et beaucoup de pays africains se sont 25. abstenus. Voilà, 27. La moitié, pratiquement 1 sur 2. Pour la précision. Donc Michel Gailly, là aussi, peut-être que les Américains se sont dit il faut compter avec l'Afrique. Alors les Américains et les Français, parce que voir des pays comme le Sénégal, par exemple, s'abstenir, ça a surpris. Ou le Maroc, qui ne participe pas au vote. Le Maroc, oui. Alors un pays comme l'Érythrée qui a voté contre. Et tout d'un coup, les géopolitologues, les diplomates voyaient ressurgir peut-être le mouvement des non-alignés. C'est clair pour qui connaît le continent africain que l'opinion dominante, non seulement dans le peuple, mais chez les dirigeants aussi, c'est que ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur guerre, et qu'ils essaient de se tenir le plus loin possible du conflit en Ukraine. Donc là, aujourd'hui, les Américains, est-ce qu'ils font preuve d'opportunisme ? Oui, opportunisme, ils visent à leurs intérêts. Quelqu'un a dit que la politique étrangère américaine s'expliquait par le pétrole. C'est peut-être un peu caricatural. Il faut ajouter d'autres matières premières intéressantes comme le coltan, notamment ça explique leur intérêt pour la République démocratique du Congo. Ou la gomme arabique du Soudan. Oui. Il n'a jamais fait l'objet d'un embargo alors que le Soudan était sous un embargo total. Depuis fort longtemps, c'est un produit effectivement d'exportation. Mais c'est surtout par rapport aux autres grandes puissances, comme vous avez dit. La Chine a des échanges extrêmement importants en ce moment, un peu à sens unique, comme vous l'avez dit. Et il y a aussi la Russie qui a un rôle, disons, plus perturbateur, qui passe d'ailleurs par la société privée Wagner plutôt que par l'armée russe, oui, peu en sous-marin. Oui, présente en Centrafrique, au Mali. Tout à fait, et peut-être au Burkina. Et alors, juste un petit point, c'est vrai qu'on va peut-être ne pas le développer, mais c'est vrai que là, il y a beaucoup d'échanges économiques qui sont prévenus, notamment une coopération renforcée avec la zone de libre-échange continentale africaine, l'ECLAF. Là, on sent que les Américains sont vraiment sur un plan économique. Vous vouliez nous dire ? Oui, alors une des raisons aussi qui explique la réserve des Africains vis-à-vis du conflit ukrainien, c'est que les Africains sont extrêmement dépendants du blé et des engrais russes et ukrainiens, parce que la Russie et l'Ukraine détiennent à peu près le tiers des exportations de blé à l'échelle internationale et pratiquement la moitié des engrais qui sont indispensables pour la fertilisation et l'emblavement des sols. Oui, et Macky Sall avait rencontré Vladimir Poutine. Et il est parti spécialement pour en parler. Pour plaider ce dossier. Un vrai dossier, effectivement, Slimane. Il y avait ceux qui étaient invités. Il y a eu aussi une réunion avec les 6 pays africains qui vont tenir l'année prochaine des élections. Donc Gabon, Nigeria, Libéria, Sierra Leone, Madagascar et la République démocratique du Congo, dont vous parliez, Michel Gailly. Effectivement, là aussi, quel est le rôle que peut jouer les États-Unis, en fait ? Pourquoi ils réunissent ? Pourquoi Joe Biden décide de les rencontrer et leur dit quoi ? Il faut que ça se passe bien ? Oui, c'est ça, de prévention, il faut bien le dire, du trucage des élections, de reconduction. Il y a eu plusieurs présidents extrêmement âgés, comme par exemple Paul Biya, mais il y en a d'autres, le président du Nigeria, le président du Gabon, etc. Et d'avertissement, le rôle des États-Unis est très important jusqu'à l'observation des élections, la légitimation en quelque sorte d'élections qui sont toujours plus ou moins approximatives, si ce n'est truquées. Il y a aussi sur le même plan les pays qui n'ont pas été invités pour cause de manque de démocratie et de coup d'État, comme par exemple le Mali, le Burkina, la Guinée, etc. Donc là, c'est une manière indirecte de marquer son opinion par rapport au processus électoral. Et justement, d'un point de vue de coopération militaire au Sahel, est-ce que là aussi les États-Unis vont vouloir s'impliquer plus, selon vous ?
Alors, comme vous savez, en géopolitique, c'est une sorte d'application de la doctrine Monroe côté Afrique, c'est-à-dire réservée à la France. On fait en quelque sorte la sous-traitance à la lutte contre le terrorisme, Là, en apparence. Compliqué. En apparence, parce qu'en fait, les États-Unis interviennent notamment en Somalie, mais aussi dans le Sahel. Ils ont par exemple des bases de drones qui sont extrêmement discrètes et efficaces, ce qu'on ne connaît pas d'ailleurs l'opinion publique africaine. Et une de leurs zones de prédilection, c'est la Corne de l'Afrique. Tout à fait. D'abord parce que les grandes voies de navigation commerciale passent par là-bas, le détroit de Bab el-Mandeb, plus le canal de Suez. Il y a une bonne partie du pétrole mondial qui passe. Il y a des bases militaires chinoises déjà à Djibouti. Et puis, ils ont eu des attentats au large du Yémen, où un de leurs bateaux de guerre a failli couler. Il y a une piraterie somalienne. Il y a eu des attentats anti-américains au Kenya. Donc c'est une région particulièrement sensible. On a l'impression qu'ils laissent l'ex-Afrique occidentale française à l'ouest aux Français, éventuellement aux Algériens et aux Marocains. Mais c'est la Corne de l'Afrique qui les mobilise traditionnellement, disons. Oui, mais en ce moment, les lignes bougent. On l'a rappelé tout au long de cette discussion. C'est que la Russie est de plus en plus présente via Wagner. La France, est-ce qu'elle ne joue pas maintenant un rôle un peu plus en retrait? Est-ce que là, les États-Unis ne vont pas en profiter pour être plus présents? Tout à fait. C'est une sorte de dynamique, effectivement, géopolitique, où à mesure que la France se retire, il faut bien le dire, de plusieurs pays, la force Barkhane, hein. Et hier, c'était les troupes françaises qui étaient présentes en Centrafrique. Il y en a plus. Tout à fait, qui se sont retirées. Et les Américains sont déjà là, comme on vient de le dire, pour les drones, et sont prêts à intervenir via des forces spéciales en cas de clash. Et pour vous, ils ne sont pas pas en retard par rapport à la Russie, par rapport à la Chine. Ce sommet, deuxième sommet, on rappelle que c'était Barack Obama qui avait lancé le premier. Pour vous, ils ne sont pas à la traîne? Si, bien sûr, ils le sont, notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux matières premières et l'influence chinoise qui est extrêmement importante, bien que beaucoup plus discrète que les Occidentaux et même les Russes. Et quand Joe Biden propose que l'Afrique, que les pays africains soient présents au G20 et aussi au Conseil de sécurité, c'est un bon signal qui est lancé? Au G20, certainement. Maintenant, côté Conseil de sécurité, c'est des propositions, je peux dire, qui ne mangent pas de pain, des propositions diplomatiques, verbales, en quelque sorte. Un vœu pieux qui fait plaisir. Voilà, c'est un bon signal et qui fait plaisir. S'agissant des mercenaires russes de Wagner, il faut dire que malheureusement, les traditions des mercenaires est ancienne en Afrique. Et rappelez-vous, pendant la guerre froide, on les appelait les affreux, avec A majuscule, parmi eux un Français d'ailleurs, Bob Denard. Et l'Afrique a toujours été une terre d'élection d'armées privées, de milices dépendant plus ou moins indirectement de grandes puissances. Et pour vous, ça continue. Merci Slimane, ce sera le mot de la fin. Merci Michel Galli d'avoir été en direct dans 64 minutes. Et je rappelle donc Joe Biden qui devrait se rendre en Afrique subsaharienne, mais on ne sait pas quand. Le dernier président à avoir fait le voyage, c'était en 2015, c'était Barack Obama.